coup, bienvenue à toutes et à tous. Moi, je me présente rapidement, Benjamin Vincent de la 90e. Je suis administrateur Purpan Alumni et je suis le co-organisateur de la filière, on va dire, Purpan Alumni Consulting. C'est une forme de business club au sein du réseau Alumni où on essaie de se voir à intervalles réguliers, trimestriellement, mais aussi d'organiser des échanges sur des thématiques et notamment ce type d'atelier auquel vous faites partie aujourd'hui, qui est le deuxième de la série. Le premier avait été en lien avec l'IA et les ressources humaines. Il y en aura d'autres qui sont en prévision. Gwenaël peut-être en parlera après, à la fin de la présentation. Avant de démarrer, ce qui serait sympa, c'est que on sache qui est autour de la table pour qu'on se connaisse. Déjà un minimum sur trois données importantes qui sont qui vous êtes, de quelle promo, votre entreprise et votre rôle actuel. Ça permet de bien cerner aussi chacun et ensuite on pourra approfondir peut-être vos enjeux et tout ça à la fin de la présentation, qui ouvrira sûrement des échanges, je l'imagine. Si vous voulez, comme j'ai la liste des gens qui sont connectés, je vais appeler de manière aléatoire. Je vois Benoît. Benoît, on n'a pas ton micro. Oui, est-ce que C'est vous bon. m'entendez là? Ouais, c'est bon. Oui, bonjour. Je suis Benoît Coven de la 79e promotion et je suis agriculteur en foin de Crau et en olivier, dans les Bouches-du-Rhône. La démarche m'intéresse surtout, la démarche bas carbone m'intéresse surtout pour la partie olivier, où là, il n'y a rien qui est fait actuellement j'ai quelques responsabilités au niveau professionnel dans cette interprofession on réfléchit à la mise en place de, d'un label bas carbone ou de quelque chose autour du carbone pour complémenter le revenu des producteurs d'olives. Mm. Ok, merci Benoît. J'ai Jérémy. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui. Jérémy Brochin, 91e promotion. Euh, Aujourd'hui donc salarié de la coopérative Arteris en tant que chef marché outils et services en production végétale. Voilà, je suis sensible naturellement au sujet carbone qui n'est pas développé en l'état aujourd'hui sur la partie Arteris. Et voilà, je profite naturellement de l'expertise de nos confrères d'AgroDoc aussi pour pouvoir comprendre un petit peu votre cheminement. Voilà, sachant que le territoire Arteris, pour ceux je pense que c'est assez courant et commun, donc s'étend de l'Occitanie jusqu'à PACA. Voilà, avec des productions qui sont très très variées, mais aussi de l'élevage naturellement à ce niveau-là. Donc voilà, je suis observateur et sensible à ce sujet-là fortement. Ok, merci Jérémy. Je vois Claire ensuite. Euh, Claire, donc pas de son de la part de Claire. Peut-être que ça reviendra après. Je passe David. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. David Aymar, 75e promotion. Moi, je suis agriculteur en agriculture biologique en Eure-et-Loir. Je m'intéresse déjà à la notion de carbone puisque je suis dans un programme depuis 3 ans avec My Soil Capital. Ça cause peut-être à certains. Bon, je sais que ma ferme séquestre du carbone aujourd'hui, mais c'est un sujet qui m'intéresse toujours et que je veux sur lequel je veux continuer de m'instruire, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit à cette visio-là. Super, Voilà. super, bienvenue. Nicolas. Alors, oui, Nicolas Rabérol, donc 85e promotion.
Moi, je travaille pour l'organisme certificateur Contrôle Union. Voilà, je suis auditeur et coordinateur ressources pour Contrôle Union. Et donc, Contrôle Union est un organisme certificateur qui peut certifier du label bas carbone. Voilà. Ok, très bien. J'ai Pierre aussi. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, Donc, moi, je suis également de la 75e promotion. Je passe le bonjour à David, du coup. Donc, je suis à mon compte et j'accompagne certaines sociétés pour la mise en marché de produits de nutrition et de biostimulants en France. Les sociétés que j'accompagne sont des sociétés anglaises qui ont des programmes notamment sur le crédit, le carbon credit en Angleterre avec des industriels. Et donc, ça m'intéresse de savoir voilà, ce que AgroDoc a mis en place. Et donc, c'est à titre aussi d'information sur ce marché en France, quoi. ok, très bien. Et j'ai Claire, toujours pas de son chez Claire. Si, c'est bon. Oui, Bonjour. bonjour. Donc moi, je suis de la 100e promotion. J'ai travaillé 1 an et demi dans le conseil en développement durable, dont des calculs d'émissions de gaz à effet de serre, sans travailler directement sur le label bas carbone. Et donc normalement, je devrais rejoindre Contrôle Union d'ici peu. Ok. Oui, je confirme. Ok, très bien. Donc on a fait le tour, peut-être certains vont se connecter. Ce que je propose, c'est qu'on va passer à la présentation de Léo et Sylvain. L'idée était voilà, qu'ils aient un temps de présentation pour présenter toute la démarche, aussi les enjeux qui sont associés à ces démarches, que ce soit dans la construction, le déploiement d'un label, mais également les enjeux associés à la suite, la commercialisation, etc., qui sont forcément, pour mon cas, des choses que je connais pas. Très très bien et voilà, je trouvais ça super intéressant qu'on puisse partager ça entre nous. Donc je vous laisse la main et après il y aura un temps de questions dès qu'ils auront terminé la présentation. Parfait. Ben, merci beaucoup, Benjamin, et bonjour à tous. Bon, c'est super qu'on ait l'occasion là de partager à la fois le projet et tout ce qui tourne autour. Moi, Léo Billorand, donc de la 100e promotion, comme Claire, et donc ingénieur conseil à AgroDoc depuis 3 ans maintenant, sur à la fois la partie conseil technique sur nos adhérents céréaliers, et après avec des thématiques, des missions un peu plus spécialisées, du type sol vivant et carbone, surtout avec ce projet Carbodoc. Et je suis accompagné du coup de Sylvain. Donc Sylvain Hippolyte, je suis responsable recherche et développement chez Agrodoc depuis 13 ans. Alors j'ai pas la chance d'être diplômé de Purpan, je m'en excuse. J'ai fait l'autre école que je citerai pas de l'autre côté de la ville, mais je suis équivalent 90e, vu que je suis avec beaucoup de Purpanais, j'ai l'occasion de venir souvent, donc maintenant je me définis presque 90e. Donc en effet, avec Léo, on va vous présenter un peu notre historique sur ce label bas carbone et plus concrètement notre projet Carbodoc, comment donc on a accompagné nos adhérents à s'engager dans cette démarche structurante au travers du label bas carbone. Bon, Agrodoc, en 2 mots, hein, on est une coopérative de services, principalement de conseil finalement, structurée sur la dynamique des CETA. CETA n'a rien à voir avec le traité transatlantique dont on parle un peu moins en ce moment que le Mercosur, mais donc rien à voir avec ça. C'est centres d'études techniques agricoles. C'est des groupes d'agriculteurs, un peu comme des clubs d'entrepreneurs finalement, qui échangent entre eux sur la conduite globale de leur entreprise, donc historiquement sur des aspects techniques, évidemment, c'est encore le cas, mais aussi sur des aspects organisationnels, réglementaires, juridiques, agroéquipements, etc. Et nous, on est une équipe de 15 ingénieurs conseils aujourd'hui pour animer ces groupes, les fédérer et évidemment faire de l'expérimentation, rédiger des synthèses, faire du conseil. Donc ça représente à peu près 1000 adhérents, un peu plus, donc 50 groupes de 20 agriculteurs, à peu près ça fait 1000 adhérents répartis sur le Grand Quart Sud-Ouest. En revanche, sur une partie uniquement grande culture, on a des adhérents qui ont d'autres ateliers de production, mais nous, on les accompagne que sur la partie grande culture. Alors, pourquoi on en est venu à parler carbone? C'est vrai qu'aujourd'hui, le carbone, c'est un intégrateur
Et puis c'est un peu un sujet du moment, mais ça intègre justement beaucoup d'éléments techniques et encore une fois organisationnels et économiques qu'Agrodoc a travaillé avec ses adhérents depuis longtemps. Ben, c'est autour, Léo l'évoquait, des sols vivants ou de la conservation des sols. Depuis les années 80 et notamment dans un contexte dans le sud-ouest où on a des grosses contraintes d'érosion, enfin des risques d'érosion assez importants, s'est mis en place le non-labour, les prémices du semi-direct sur les cultures d'hiver. C'était donc en effet pour lutter contre l'érosion, mais aussi dans le cadre de l'arrivée de la PAC en 92, de la modernisation de l'agriculture progressive, ben, des réflexions sur la maîtrise des coûts de production et des temps de travaux. Dans les années 2000, c'était le début des CETA bio chez nous. C'était aussi le début des couverts végétaux suite à pas mal d'intervenants, notamment d'Amérique du Sud, qui sont venus. Donc là encore, dans une dynamique et dans un objectif de conservation des sols. Et plus récemment, on peut citer tout ce qui est semi-direct des cultures de printemps, fertilisation localisée. Donc voilà, encore une fois, dans cette même dynamique. Et ce sur quoi on a buté, entre guillemets, depuis le début, c'est est-ce qu'on pouvait aller chercher une valorisation financière supplémentaire de ces techniques finalement d'amélioration des sols et donc de stockage de carbone. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, les adhérents et les agriculteurs le faisaient justement pour les raisons qu'on a évoquées avant, mais sans accompagnement financier supplémentaire, ce qui, dans certains cas, et c'est très documenté aujourd'hui, bah, limite l'extension et la mise en œuvre justement de ces pratiques vertueuses. Donc, si on rentre dans le sujet concrètement, hein, des gaz à effet de serre et le secteur agricole, vous savez que on en reparlera, mais en ce moment, la stratégie nationale bas carbone, la troisième mouture vient d'être publiée, puis il sera bientôt en consultation. On a aussi eu un rapport du Shift Project, ceux qui s'intéressent, je pense, à ce sujet, vous l'avez peut-être vu passer. Donc, c'est des sujets tout à fait d'actualité. Donc, les gaz à effet de serre en agriculture, évidemment, on parle du méthane. Aujourd'hui, on va assez peu en parler puisqu'on se concentre sur la grande culture. Et dans notre côté grande culture, bah, c'est le CO2 qui est utilisé pour la fabrication des engrais azotés de synthèse et la traction finalement, hein, donc les carburants ou le gaz pour le séchage, et auquel on doit rajouter le N2O, le protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre assez puissant qui est émis lors de l'épandage des engrais. Donc ça, c'est une première partie. Engrais de synthèse, mais aussi engrais organiques. Et évidemment, en agriculture, on a la chance de pouvoir parler carbone avec un flux inverse. C'est que le métier d'agriculteur, c'est de transformer le carbone de l'atmosphère, le CO2 qui est pauvre en énergie, en un carbone noble qui est riche en énergie, un carbone organique. Et donc, évidemment, par la photosynthèse et en essayant de maximiser ce flux entrant de photosynthèse, on peut réussir à stocker du carbone dans les sols de manière durable. Donc ça, c'est vraiment un élément évidemment central en agriculture. Si on prend un peu de recul, bah, au niveau mondial, on parle surtout de CO2, tout secteur confondu. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, vous voyez que le CH4 vient en deuxième, le protoxyde d'azote en troisième. Et l'agriculture, au sein de tout ça, c'est 20% des émissions mondiales à peu près, environ, pardon. Et pour le coup, l'agriculture a une spécificité qui est très forte, c'est qu'au sein de ces émissions, c'est très principalement le méthane qui est concerné. Encore une fois, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Et le CO2 vient en troisième, puisque le protoxyde d'azote, le N2O, est vraiment très important. Ça, s'il y a une première chose à retenir, c'est que en grande culture, l'utilisation d'azote et donc les émissions de protoxyde d'azote qui y sont liées est vraiment un des déterminants principaux du bilan gaz à effet de serre d'une ferme de grande culture. Voilà, et ce dernier camembert pour remontrer que les grandes cultures, finalement, sont une part relativement faible, finalement, des émissions totales françaises, mais évidemment que c'est important d'en discuter. Peut-être dans les questions, on pourra revenir sur le poids qui semble très élevé de l'élevage. Encore une fois, c'est un sujet qu'on n'a pas traité, qui est un peu plus qui prête à controverse, mais on pourra y revenir peut-être dans les questions. Toujours pour prendre un peu de recul et montrer le cadre, dans quel cadre on s'est inscrit, bah, je l'évoquais, la stratégie nationale bas carbone, la première date de 2017 de mémoire, donc elle fait directement suite aux accords de Paris en 2015, qui vise à une neutralité carbone mondiale d'ici à 2050,
avec une étape clé qui est, en tout cas pour la partie France, une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre de 50%, de moitié, c'est-à-dire par rapport à la référence de 1990 d'ici à 2030. Aujourd'hui, vous savez que la trajectoire n'est pas tout à fait encore suffisamment engagée parce que bah, l'ambition, encore une fois, elle est extrêmement forte. Si on reprend ce qui est écrit dans cette stratégie nationale bas carbone que vous avez peut-être vu dans la presse agricole ou encore une fois sur le travail du Shift Project récemment, c'est assez cohérent. Bah, évidemment, ça passe par une augmentation des surfaces en légumineuses et globalement des cultures à faible besoin en azote. Ça passe également, et ça c'est vraiment très important à citer par une hausse du stockage de carbone dans les sols. J'en profite pour faire une aparté, c'est que on parle souvent de stockage de carbone dans les sols forestiers. De plus en plus, ce, ce stock de carbone est remis en cause ben, parce que le changement climatique impacte les forêts et notamment la plantation de nouvelles forêts de manière encore assez forte. Et beaucoup de rapports s'accordent à dire que le carbone dans les sols agricoles de grande culture et d'élevage, pour le coup, est plus stable, plus durable et que malgré la contrainte climatique qu'on subit, on a plus de chances de réussir à nos objectifs en réaugmentant les taux de carbone organique dans les sols de grande culture et de prairies. Donc évidemment, ça passe par la mise en place des couverts végétaux d'interculture. Le semi-direct, on en reparlera, c'est pas le levier premier, loin de là, si on regarde les vrais chiffres, le maintien des prairies permanentes, évidemment. Et ça passe bien sûr par la baisse de la consommation des énergies fossiles. Léo le représentera tout à l'heure. À l'inverse de ce qu'on pourrait avoir en tête, c'est pas tant le carburant qu'on met dans les moteurs, qui représente une part finalement assez faible de nos émissions, mais c'est surtout le gaz, aujourd'hui c'est du gaz naturel, enfin du méthane, qui est utilisé pour fabriquer les engrais de synthèse et qui est de loin le gros du poste de consommation des énergies fossiles en grande culture. Continue avec le principe de la rémunération carbone. Donc là, encore une fois, je présente ce qui se fait à la fois pour ce qu'on va présenter dans le cadre du label bas carbone grande culture, mais aussi dans le cadre de primes filières. J'ai plus en tête, mais quelqu'un dans le tour de table a évoqué cette question de primes filières, soit par des acheteurs, soit par des vendeurs de solutions ou d'intrants pour l'agriculture. Et dans tous les cas, en fait, on vient rémunérer un effort, une évolution par rapport à une situation de référence. Alors, ça, c'est une deuxième chose qui est très important à comprendre. Ça peut paraître, dans certains cas, injuste, parce que celui qui était déjà vertueux n'est pas récompensé forcément. On récompense celui qui s'améliore par rapport à une situation de référence. Donc, encore une fois, les textes et le principe de l'incitation carbone et de la rémunération carbone au niveau mondial est toujours comme ça. On parle d'additionnalité. Et du point de vue de la planète, entre guillemets, ça s'entend, c'est celui qui émet encore beaucoup, qui doit s'améliorer et qui doit réduire son empreinte gaz à effet de serre. Donc, on va vraiment chercher à valoriser l'évolution par rapport à un système de référence. Donc, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, deux grands compartiments vont être pris en compte. Tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion des énergies fossiles, donc combustion directe dans les moteurs ou pour fabriquer des engrais de synthèse par exemple, mais aussi le N2O qui est émis lors de l'utilisation des engrais de synthèse. Donc les flèches noires et bleues finalement, l'idée c'est de combien je les baisse par rapport à ma situation de référence. Et le deuxième gros compartiment, c'est ce que j'évoquais en introduction, c'est le CO2 qui est photosynthétisé par nos plantes, euh, restitué au sol, notamment via les résidus de culture ou les couverts végétaux, ou de manière détournée des amendements organiques qui sont finalement du carbone qui a été photosynthétisé quelque part, qui est devenu des résidus éventuellement compostés ou non, qui est déplacé et épandu sur d'autres parcelles, mais ça reste globalement la même, le même cycle. Et donc, quelle est la part de ce carbone qui va rester durablement dans le sol par rapport à la partie qui est minéralisée chaque année par l'activité biologique tout à fait naturelle du sol. Donc là, on parle de stock, mais on parle finalement davantage de flux, c'est-à-dire c'est l'évolution du stock d'année en année. Donc, est-ce que mon flux de carbone intrant dans le sol peut être supérieur à ce que je perds chaque année? Et c'est ça qui va être regardé, incité et rémunéré. Donc tout ça peut être amené en tonnes équivalent CO2,
fameuse unité, la TEC CO2. Et donc, un crédit carbone représente aujourd'hui une tonne de CO2, une tonne équivalent CO2, donc auquel on ajoute le méthane, le protoxyde d'azote, qui est non émise ou stockée en plus par rapport à une situation de référence. Voilà, j'insiste, une tonne de CO2 non émise ou stockée en plus dans les sols par rapport à la situation initiale de référence. Ça, c'est ce qu'on appelle un crédit carbone. Donc ces crédits carbone, comment ils peuvent être valorisés? Alors, une première solution, on l'évoque avec Léo, mais c'est entre guillemets pas à retenir dans notre cas, puisque ça ne nous concerne pas, c'est le marché obligataire. Donc ça, c'est uniquement pour les entreprises qui sont soumises à quota. C'est un mécanisme qui est assez vieux, hein, qui a été créé à la COP, je ne sais plus combien, c'était la COP combien à Kyoto en 97, et qui est une COP qui est restée assez célèbre justement pour avoir créé le mécanisme de compensation carbone. Et donc, certains secteurs d'activité, la cimenterie, l'acierie, la génération d'électricité sur base d'énergie fossile ont été soumis à des quotas. Et donc, ils avaient un certain quota à ne pas dépasser. S'ils le dépassent, ben, ils sont obligés d'acheter des quotas carbone supplémentaires à d'autres entreprises qui, elles, n'avaient pas atteint leur quota, avaient volontairement réduit la voilure ou s'étaient améliorées et donc pouvaient vendre des tonnes de CO2 qu'elles n'avaient pas émises à certaines qui, elles, étaient entre guillemets au-delà du quota qui leur est fixé. Et pour bien comprendre, c'est que ce plafond d'émissions de gaz à effet de serre, il est révisé à la baisse d'année en année. Si on avait un plafond qui ne bouge pas, entre guillemets, ça serait un jeu à somme nulle et on n'améliore pas la situation. Pour décarboner l'économie et nos activités globalement, il faut que ce plafond diminue. Ça veut dire que on peut faire des efforts, mais il faut faire des efforts enfin, pour vendre des crédits carbone encore plus rapides que ce que la réglementation nous impose en termes de baisse. Ça, c'est important à retenir. À noter qu'aujourd'hui, voilà, le prix du crédit carbone obligataire est aux alentours de 60-70 euros la tonne. Il est coté sur un marché à terme, il est assez liquide. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du marché qui nous occupe, donc le marché du crédit carbone volontaire, qui est un marché plus récent qui à la base était vraiment un mécanisme de développement entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et c'est seulement depuis la COP 21, donc l'accord de Paris en 2015, où, les échanges ont pu se faire entre deux pays du Nord, c'est-à-dire qu'un projet dans un pays du Nord qui visait à réduire son empreinte carbone pouvait être valorisé auprès d'un acheteur, là aussi dans un pays du Nord. Et deuxième chose, c'est là où l'agriculture est rentrée dans le jeu de ceux qui pouvaient générer, proposer à la vente des crédits carbone. Donc là, c'est un marché de gré à gré entre importeurs de projets, c'est-à-dire là, dans notre cas, un agriculteur entouré par une structure comme nous qui l'accompagne pour la partie technique, administrative, et reconnaissance et puis certification. Et en face, un acheteur qui peut être une entreprise privée, une entreprise, enfin, un organisme public ou même des particuliers qui souhaitent contribuer à la diminution de leur empreinte carbone, j'y reviendrai tout à l'heure, en finançant finalement un, comment ça s'appelle, un service, comment ça s'appelle? Ouais, une prestation de service environnemental de compensation carbone. Donc la tonne de CO2 qui est échangée, c'est bien une prestation de service où le financeur vient rémunérer un acteur qui fait un effort pour baisser son empreinte carbone. Et je laisse la main à Léo pour présenter notre projet Carbodoc. Ouais, et pour réinsister là, sur ce que tu disais, là, il y a vraiment deux marchés préexistants où c'est que du volontaire et les deux marchés, ils coexistent mais sans avoir de lien. Et parfois, il y a beaucoup de confusion, mais nous, on reste vraiment sur ce marché volontaire. Et donc, pour parler un peu plus de ce qui nous concerne en local et au niveau d'Agrodoc et de nos adhérents, du coup, on a notre propre projet bas carbone, qui est donc, on appelé Carbodoc, et donc, qui fédère à peu près 200 adhérents céréaliers de la coopérative, qui sont en gros dans le Grand Sud-Ouest, hein, vous voyez sur la carte, et sur un peu tous les contextes de culture qu'on a dans notre union. C'est des projets bas carbone sur 5 ans qui permettent de valoriser une amélioration de pratique via certains leviers bas carbone sur 5 ans par rapport à 3 années qui constituent cette période initiale, cette période de référence. Du coup, sur ces 200 agriculteurs labellisés, ça correspond quand même à 40 000 hectares de grandes cultures qui sont labellisées.
Et en gros, vu qu'on arrive à peu près un crédit carbone par hectare et par an sur l'ensemble de notre projet, c'est-à-dire une tonne d'équivalent CO2 ou de gaz à effet de serre non émis dans l'atmosphère par rapport à la situation de référence ou stocké en plus par rapport à la situation de référence, ça nous fait 40 000 crédits carbone finalement à peu près séquestrés ou non émis à l'échelle du projet par hectare et par an. Non, par an, pas par hectare. Et ça a l'air de rien comme ça, mais ça correspond quand même aux émissions totales de 4 400 citoyens français si on prend une empreinte carbone moyenne de 9,2 tonnes, je crois, de CO2 par Français. Et si on inverse le calcul, finalement, on se rendait compte que ben, un adhérent, enfin un agriculteur engagé dans Carbodoc peut en gros contribuer à compenser les émissions de 20 citoyens, en gros. En plus de les nourrir, c'est vrai En qu'on plus n'en de a les pas nourrir parlé, mais accessoirement. en plus de les nourrir. Ça, c'est bien en parallèle et sur une autre production, quoi, entre guillemets. Et donc, notre projet, on le fait pas seul, il est labellisé Label Bas Carbone sur le référentiel Grande Culture. Label Bas Carbone, en gros, c'est le cadre de reconnaissance, de certification qui est porté par le gouvernement via le ministère de la Transition écologique et qui permet bah, justement de porter un cadre à la fois reconnu au niveau institutionnel, scientifique, technique et puis aussi marché. Et derrière, vu la visibilité et la fiabilité que ça donne, bon, ça permet une très bonne visibilité, très bonne fiabilité des crédits carbone qu'on va générer par l'intermédiaire de cette méthode. Comme bah, par rapport au petit tour de table qu'on a fait tout à l'heure, nous, on se base encore une fois que sur le référentiel Grande Culture de par la typologie de nos adhérents et de nos compétences. Mais à l'heure actuelle, il y a d'autres méthodes qui existent. La première, c'était au niveau des élevages ruminants, enfin, euh, bovins notamment. Et il y a d'autres méthodes qui existent ou qui sont en cours de rédaction et qui vont être publiées bientôt, bah, autour notamment de l'arboriculture, euh, autour de la méthanisation, autour des monogastriques. Il y a voilà, pas mal de choses dont les interprofessions sont en train de prendre le sujet à bras le corps. Et donc ce label bas carbone, pour revenir à ça dans notre cas, mais il permet voilà, de certifier le calcul qu'on fait. Encore une fois, c'est lorsqu'on fait le diagnostic de l'exploitation, on va mesurer d'abord l'empreinte carbone de cette exploitation sur notre référence. Donc, on prend en compte les pratiques réalisées pendant les 3 campagnes culturelles précédentes. Donc, quand je parle de pratiques, c'est principalement les assolements qui structurent un peu les dynamiques de restitution de carbone au sol d'une année à l'autre selon les parcelles. Et ça, couplé au rendement. Dans les pratiques, on entend également un petit peu le travail du sol, surtout la fertilisation minérale, azotée et organique aussi. Et dernière chose majeure, quoique, c'est la partie combustible fossile, donc principalement le GNR qu'on a en grande culture. Et on va comparer cette empreinte carbone initiale de référence à son évolution sur les 5 prochaines années, ce qu'on appelle le scénario de projet, dans lequel l'agriculteur va mettre en place toute une série de leviers techniques pour améliorer son empreinte carbone initiale. Et donc ces leviers, on va les voir juste après. Et donc évidemment, sur 5 années, c'est difficile de s'engager dès le début pour dire, OK, je vais réduire de 1 tonne par hectare mon empreinte carbone en faisant ça, ça et ça. Voilà, la mise en place d'un couvert, un changement d'assolement, une baisse de la fertilisation à l'échelle de sa rotation, à la fois c'est des coûts, c'est des prises de risques et qui ne sont pas forcément couvertes derrière à la fois par le contexte marché, le contexte météo, climat. Donc là, on parle bien d'une simulation à ce stade. Et après, euh, pour nous appuyer sur ce projet-là, donc on a pas mal de moyens mis en place dans l'équipe. On travaille avec le Sysfarm, qui est donc une start-up du nord de la France qui travaille avec déjà pas mal d'acteurs sur le terrain pour faire justement cette partie calcul et diagnostic, parce que voilà, eux, ils ont bien formalisé les calculs de la méthode du label bas carbone. Au niveau de la traçabilité, de la reconnaissance de l'audit, c'est mon contrôle union pour le coup qui participe à la reconnaissance du projet. Et après, en interne, on a nos propres outils de traçabilité qui ont été développés ou qui étaient déjà développés avant.
Donc Seredoc, par exemple, pour l'enregistrement des pratiques, à la fois de référence et tout au long du projet. Et Precidoc, qu'on utilise surtout pour la visualisation d'images satellites et pour la modulation de dose, la lecture de précision, et qu'on souhaite également coupler au projet pour avoir une bonne visibilité aussi de tout ce qui est couvert et des évolutions des rotations à l'échelle du projet. Concrètement, en termes de changement de pratique en projet, en quoi ça consiste? Les leviers que peuvent prendre nos agriculteurs, il y a deux voies possibles. Tout d'abord, la voie de la réduction des gaz à effet de serre, vu que on prend ça également en compte. Là, il n'y a pas 36 000 moyens, c'est principalement la baisse d'utilisation des engrais minéraux. Alors, baisse, c'est aussi optimisation, le fait d'utiliser des formes moins émettrices, d'avoir des itinéraires qui permettent de mieux valoriser l'azote apporté par les engrais minéraux. Il y a également la baisse de la consommation de carburant. On va voir juste après que finalement, ce n'est pas un levier si évident que ça à mettre en place parce que le potentiel d'évolution est très mince. Par contre, il y a d'autres leviers qui permettent enfin, qui sont à valoriser, du type l'augmentation de la surface en légumineuses, comme la stratégie nationale bas carbone du gouvernement le préconise. Et également l'agriculture de précision, dont je parlais juste avant, et pour moduler ou optimiser en gros, notamment la fertilisation azotée. Et ça, finalement, ces quatre leviers au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, ils sont presque mineurs par rapport ce qu'on valorise le plus, nous, sur nos exploitations céréalières du Sud-Ouest. C'est bien le stockage du carbone et l'augmentation, finalement, pour être précis, de la dynamique de stockage de carbone dans nos sols sur les 5 ans du projet. Le principal levier là-dessus, c'est globalement d'augmenter les restitutions de carbone et de résidus de culture au sol, qui soient à la fois des résidus de culture, donc des pailles, euh, enfin, ouais, des pailles, ou alors la mise en place de couverts végétaux qui sont restitués au sol. On a d'autres leviers intéressants aussi, donc autour des prairies, parce que ça permet de restituer pas mal de matière organique, à la fois aérienne et racinaire. Il y a un autre levier intéressant et à la fois en termes de fertilité des sols, c'est un levier très pertinent, c'est l'emploi de produits organiques de type fumier, compost, lisier, digestat. Il y a des choses à prendre en compte là-dessus quand même, c'est que certains produits organiques vont également avoir leurs propres empreintes carbone et leurs propres émissions à intégrer, notamment le compostage, ça va émettre pas mal de gaz à effet de serre, de CO2 pour minéraliser la matière organique et la stabiliser. Donc ça peut parfois être un peu défavorable. Et il y a une autre approche, si on prend un peu de recul, si on se met à l'échelle d'une région, d'un territoire, euh, un produit organique extérieur, c'est quelque part, on va déstocker, on va appauvrir un site A pour enrichir le site B qui est la parcelle de l'agriculteur. Donc il y a aussi voilà, une petite réflexion à prendre en compte Oui, et ça, là-dessus. c'est pris en compte, justement. Et voilà. Ils prennent ça en compte dans les calculs. Ouais. Et tout ça pour dire, voilà, c'est les leviers autour de l'augmentation du stockage de carbone, c'est majeur pour nous et on considère que dans nos simulations, dans nos projets actuels, c'est 86% des crédits carbone enfin du montant total des crédits carbone qui sont permis par une amélioration du stockage de carbone dans les sols. Et donc ça, c'est vraiment majeur pour nous. Voilà. Et sur le terrain, ça se concrétise principalement par ce que Sylvain présentait tout à l'heure autour des techniques de conservation des sols, finalement. On commence à être enfin, les agriculteurs, en tout cas dans la région, commencent à être de plus en plus euh, à l'aise avec ce genre de pratique, notamment la couverture végétale des sols, principalement pendant la période hivernale où on a beaucoup de couverts de légumineuses à base de févrole, qui sont un très bon compromis technico-agronomique. Des couverts végétales estivaux aussi, on a la chance dans la région de pouvoir générer de la biomasse plus ou moins en fonction des conditions de l'année, mais on peut faire de la biomasse en été entre une céréale, une culture de printemps par exemple, ou deux céréales. Et après, on a des techniques de semi-direct ou de TCS aussi qui se mettent en place plus ou moins facilement en fonction des types de sols et des cultures surtout. Pour enchaîner de façon un peu plus chiffrée, on vous a mis voilà,
les émissions de gaz à effet de serre moyennes sur les exploitations engagées dans Carbodoc, à la fois en conventionnel et en bio, parce que c'est quand même deux fonctionnements différents en termes d'émissions. Vous voyez en bleu, d'une part, la partie fertilisation minérale, que ce soit les émissions prises en compte en amont lors de la production et le transport des engrais, les émissions lors de l'épandage de N2O et aussi toute la partie volatilisation, lixiviation de nitrates dans l'environnement qui sont pris en compte. Ça, c'est majeur en grande culture et donc, enfin, principalement conventionnel pour le coup. Et c'est à peu près 60% des émissions en grande culture. Et à cela s'ajoute, en fonction des exploitations qui en utilisent ou pas, les amendements organiques, qui, comme je le disais, notamment le compost, apportent eux-mêmes leurs émissions. Il y a un autre poste d'émission, c'est les résidus de culture. Donc forcément, plus on a de biomasse générée, plus on va avoir de minéralisation de ces résidus. Et la minéralisation, c'est bien du CO2 dans l'atmosphère, et à la fois un sol qui travaille. Il y a un poste assez important, c'est le déstockage de carbone, qui, là encore, c'est la minéralisation de matière organique qui finit dans l'atmosphère. En moyenne, ça veut dire qu'en tout cas dans la région, on a des sols qui ont tendance à déstocker. Le but, c'est et notamment en bio, où on a des restitutions de biomasse un peu plus faibles, le but, c'est de réduire ou voire d'annuler cette dynamique-là. Et dernière chose, ou avant-dernière chose, les combustibles fossiles, finalement, alors, à part en bio, où en proportion, ça prend plus de place, mais ça évolue pas tellement par rapport au conventionnel, c'est finalement pas énorme dans, dans le détail de nos systèmes. Et dernière chose, on le voit pas, mais on l'intérêt quand même, c'est la partie couverts végétaux. La pratique, et on considère qu'elle est encore assez peu développée, avec peu de couverts implantés, peu de biomasse, mais ceux-là aussi vont se minéraliser et vont faire d'autres émissions après. Et je me permets Ouais. notamment parce que ceux qui s'engagent dans le projet étaient ceux qui n'étaient pas encore forcément dans la transition très avancée sur les couverts, sinon on les aurait vus apparaître en référence. Absolument. Et donc, bilan des courses. Parce que là, on n'intègre que la partie émission, mais si on intègre aussi la partie stockage de carbone, qui est l'autre composante des crédits carbone, mais on voit sur ce graphique qui est lié, encore une fois, juste à nos scénarios de référence. En vert, vous avez l'empreinte carbone de nos agriculteurs, donc qui est autour de 3,7 tonnes de GES en conventionnel et autour de 3 tonnes en bio. Là, il y a deux choses différentes. En conventionnel, c'est quasiment que lié aux émissions et un peu avec du déstockage de carbone des sols qui va renforcer cette empreinte carbone négativement. En bio, là, on voit que c'est vraiment le déstockage de carbone qui renforce cette empreinte carbone. Et si on regarde avec l'application de nos leviers techniques, l'évolution de ces empreintes carbone au bout des 5 ans, qu'on traduit en crédit carbone que vous voyez en vert sur le graphique de droite, on arrive un peu ce qu'on vous disait juste avant, donc autour de 1 tonne de carbone stocké en plus ou émis en moins par hectare et par an. Si on regarde dans le détail, on se rend compte qu'on joue très 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 peu sur une évolution des émissions de gaz à effet de serre. Donc en conventionnel, on empire légèrement les choses, mais on reste dans l'épaisseur du trait, quoi. Par contre, grâce au levier, et même en bio, et ça c'est chouette pour les deux systèmes, on capitalise vraiment sur une évolution durable de la dynamique de stockage de carbone dans les sols. Et ça, c'est structurant après. Encore une fois, c'est le chiffre de 86%, donc, que je vous citais tout à l'heure. Donc, on est autour de 1 crédit carbone par hectare et par an en moyenne. Chose que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, on a calculé qu'on avait à peu près 9% de nos exploitations qui étaient puits de carbone. Donc, un agriculteur, en général, il va stocker du carbone, certes, plus ou moins, en fonction de son contexte, mais aussi il va avoir sa propre empreinte carbone. Mais on a 9% d'exploitation qui, à la fin du projet, stockent plus qu'elles n'émettent et donc qui sont finalement neutres en émissions là-dessus. Voilà. Il faut avoir un petit tour d'horizon sur les empreintes carbone et le nombre de crédits carbone qu'on pouvait gérer euh, en grande culture dans la région. C'est vrai qu'on n'a pas rajouté, mais si on ajoutait l'alimentation produite, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les grains exportés des parcelles, les grains ou les fourrages, ou du coup le lait ou les olives, la vigne, enfin voilà, tout ce qui est exporté et consommé par un consommateur final n'est pas comptabilisé. Et évidemment, si on comptait ça, 100% des fermes seraient neutres, enfin, voire même positives en carbone, puisqu'on séquestre énormément de CO2 dans le grain. On ne le compte pas parce qu'en fait, c'est une aparté là, mais euh,
quand vous mangez le pain ou la chocolatine X mois après que le grain a été récolté, finalement, on réémet du CO2 dans l'atmosphère. Et celui-là, il n'est pas compté comme ayant été stocké par l'agriculteur et émis par le consommateur final. Sinon, ça reviendrait à mettre une taxe à expirer. Donc, une taxe à respirer, ça fait un petit peu, ouais, ça ferait causer quand même. Mais c'est vrai qu'on l'a même pas mis dans notre présentation, mais c'est important. L'agriculture est bien positive en carbone. C'est le consommateur qui est en face pour vivre, et c'est bien, c'est bien normal, réaimer ce CO2. Donc, pour finir cette présentation, voilà, de rappeler notre démarche, comment elle se valorise. Donc, voilà, nos agriculteurs aujourd'hui sont en train de générer ces crédits carbone. Comme a dit Léo, c'était du projeté et ça sera évidemment vérifié. On a des audits intermédiaires et des audits finaux. C'est là où le Contrôle Union notamment interviendra pour valider que les pratiques sont effectives, qu'il y a eu une bonne réalité des tonnes de CO2 stockées dans les sols. Et l'étape suivante, c'est de pouvoir valoriser ces pratiques donc auprès de financeurs, encore une fois, des particuliers, des institutions ou des acteurs privés qui, dans le cadre de leur démarche RSE, si on parle des acteurs privés notamment, vous le savez, hein, aujourd'hui, sont de plus en plus incités à, un, mesurer leur empreinte carbone. C'est déjà un premier pas qui est important, comme ce qu'on a fait finalement avec nos agriculteurs. De réduire les émissions au maximum voilà, en mettant en œuvre chez eux là aussi des leviers bas carbone. Ça dépend des secteurs d'activité évidemment. Et dans le cadre d'une démarche volontaire, s'ils veulent aller plus loin et communiquer sur des pratiques vertueuses, finalement, contribuer à la neutralité territoriale en finançant des projets qui vont encore plus loin et les aider finalement à compenser du carbone pour eux. Mais il faut bien avoir en tête, parce qu'on parle souvent, on pourrait décrier le fonctionnement là avec une trop forte financiarisation ou une sorte de greenwashing, mais c'est bien réservé à des gens qui, un, ont mesuré, deux, ont réduit et qui, trois, vont plus loin. Ce qui assure finalement voilà, une réalité dans le process de financement des acteurs. Donc aujourd'hui, enfin, voilà, on propose nos crédits à 55 euros la tonne de CO2 évitée, ce qui est clairement plus élevé que la moyenne du marché. Alors je vous disais tout à l'heure, on était à 60-70 euros pour les crédits obligataires, mais étonnamment, le crédit carbone volontaire mondial, certifié par, je sais pas, du Verra ou du Gold Standard, est plutôt aux alentours de 5. C'était 5, maintenant c'est plutôt 10 voire 15 dollars la tonne de CO2, alors que donc ça c'est du volontaire, alors que l'obligataire est à 60-70. Donc vous voyez aussi que, et c'est logique, les acteurs ne sont pas prêts encore de manière volontaire à mettre suffisamment d'argent pour vraiment effectuer la transition. Et si on prend un autre chiffre pour prendre du recul, la plupart des experts sur les questions climat-énergie disent que si on voulait vraiment décarboner notre économie, la tonne de CO2 évitée serait plutôt de l'ordre de 100 euros. Et si d'ailleurs on s'amuse à calculer, nous, le coût de production réel d'une tonne de CO2 évitée ou stockée, donc comme a dit Léo, par exemple, je baisse mon engrais, mais du coup, je vais peut-être baisser mon rendement, de combien je perds de marge brute sur mon blé, mon orge, mon maïs, etc. Ou alors, je mets en place des couverts végétaux qui vont me stocker une tonne, combien ça m'a coûté, etc. On retombe sur le chiffre de 100 euros la tonne de CO2. Donc, vous voyez que voilà, entre une réalité de marché et une réalité de coût de production, et aussi, puisque faut le citer, hein, il y a des co-bénéfices pour l'agriculteur qui sont liés au fait de stocker du carbone dans ses sols, voilà, sur la biodiversité, sur le maintien, enfin sur l'érosion, sur finalement la durabilité de son système. C'est aussi pour ça qu'il y a déjà des agriculteurs qui avaient transitionné vers ça. Voilà, on propose aujourd'hui ça à 55 euros hors taxe le crédit carbone. Voilà, quoi dire d'autre? Je pense qu'on en a fini sur la présentation et donc on est disponible pour répondre à vos questions. Mais merci à tous les deux pour cette présentation qui était bien complète. On avait fixé un timing terminé à 13 heures. Je ne sais pas si Léo et Sylvain, vous avez un peu de marge, s'il y a beaucoup de questions. Moi, j'en ai déjà quelques-unes, mais je vais laisser la parole aux autres déjà. Mais voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou directement à prendre la parole. Euh, c'est le moment. Bien sûr, on sera disponible un peu après 13 heures pour répondre aux questions, il n'y a pas de souci.
Je vais lancer le truc alors. Vous avez commencé à l'aborder, mais moi j'avais une question sur, hors le gain du crédit carbone pour l'agriculteur, donc la valeur perçue derrière financière, vous avez estimé le manque à gagner ou la perte financière de l'agri sur des changements de pratique, ou c'est pas quelque chose qui est rentré pour l'instant dans votre mode de calcul? C'est un peu refusé à faire une analyse aussi poussée technico-économique. Après, on a la vision de ces crédits carbone, c'est aussi d'encourager une évolution qui est un peu inévitable pour la durabilité des systèmes. Enfin, nous, dans le Gers, les enjeux érosion, ils sont quand même majeurs. On sait bien, on va chercher une reconnaissance sociétale de l'effort des agriculteurs. Donc, dans tous les cas, voilà, cette prise de risque, elle va aussi dans le sens de l'évolution des pratiques. Euh, Derrière, ouais, il faut que ça reste aussi un argument pour nous, pour les acheteurs, de dire on a une prise de risque, on a peut-être le couvert qui va impacter plus ou moins négativement la culture suivante. Voilà, on a besoin aussi de garanties en termes de rémunération pour l'agriculteur, qu'on ne fasse pas ça pour du vendre. C'est ça, ce qui est délicat, c'est que de chiffrer les co-bénéfices qui sont liés à la mise en place de ces leviers, c'est pas évident parce que beaucoup s'y sont essayés, mais quand tu réduis l'érosion, combien tu gagnes en gros d'euros par hectare et ou par an, c'est vraiment pas évident. Si tu as plus de biodiversité, je sais pas, des cultures mieux pollinisées, le gain direct, il est difficilement chiffrable en grande culture. Bon, toutefois, si on doit donner le chiffre, c'est celui que je donnais tout à l'heure. On a estimé que c'était 100 euros la tonne de CO2 évitée. Arvalis, dans son étude récente, je crois, est assez proche de ce chiffre. On est en tout cas entre 100 et 130, enfin, sur ces niveaux-là. Et comme a dit Léo, on est plutôt à une tonne de CO2 gagnée et donc, ça coûterait en gros 100 euros de l'hectare. Une tonne par hectare à 100 euros, ça fait 100 euros de l'hectare. Et on essaye de valoriser le crédit à moitié prix. Ça veut dire, si je schématise, que on aiderait l'agriculteur à moitié de son effort et l'autre moitié de l'effort sur lequel il y a certes des co-bénéfices pour lui, il se le prend Mm. comme tout entrepreneur prend ses risques, quoi. Ouais, c'est ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est que du coup, il y a une forme, malgré tout, de volontarisme aussi du côté des Oui. agriculteurs, peu importe, pas forcément que peu importe, mais au regard d'un risque économique potentiel. Et c'est ça, nous, en termes enfin, on est conseillé quand même de base et c'est difficile pour nous aussi de conseiller à un agriculteur de faire des projets très ambitieux au niveau du carbone et on préfère se retrancher sur des leviers qui marchent, enfin, qui sont très performants au niveau carbone et enfin, je parle principalement des couverts végétaux et qui après, agronomiquement aussi, en termes de Bien sûr. fertilité des sols et de bilan carbone à l'échelle de la parcelle et du territoire sont très, très efficace. Et surtout qui économiquement tiennent la route, hein. Oui. Ça paraît évident, mais notre métier numéro un, et dans la durabilité, il y a évidemment la durabilité économique. Donc, c'est évident que si demain les fermes génèrent des crédits carbone, il faut que les fermes existent encore. Donc, la réalité économique prime. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pu être aussi clair que ça, il y a forcément des questions. Bon, le temps qu'il réfléchit, moi j'en ai une autre. Alors, ah si, c'est bon. Vas-y, c'était Pierre, c'est ça? Ouais, c'est juste, je suis désolé parce que j'ai dû reprendre la route, mais et, et vous l'avez peut-être dit, mais donc Agrodoc a passé des contrats avec certains industriels pour certains volumes de crédit carbone. Euh, Est-ce que c'est Alors, j'ai pas entendu la fin de la question, peut-être ça a coupé, mais oui, aujourd'hui, on a commencé la valorisation finalement, donc la vente, le financement de ces crédits à hauteur, j'ai plus en tête précisément, mais de 4000 tonnes, donc avec quelques acteurs, j'ai plus en tête le nombre précis, mais il y a un petit peu d'acteurs publics et quelques acteurs privés. Bon, c'est des moyennes entreprises locales, on va dire, hein. De toute façon, la cible, c'est ça. On ne va pas concurrencer. Enfin, si je fais schématique, Google, Amazon, etc., ils achètent des crédits carbone mondiaux à l'international à 5-6 dollars. Donc ça, c'est évident que ce n'est pas notre cible. Nous, on va jouer plutôt sur la fibre, voilà, locale et le fait de faire financer des projets qui ont du sens sur le territoire. Et donc, c'est des acteurs locaux. À la fois, il faut que ce soit des acteurs qui ont quand même
voilà, une stratégie RSE, l'ambition d'améliorer leur empreinte carbone. Et donc souvent, c'est des groupes de taille assez conséquente déjà, des entreprises moyennes à demi-gros, je ne sais pas comment on devrait dire. Voilà. Donc aujourd'hui, on a commencé la commercialisation et clairement, on est dans cette démarche d'accélérer parce que chaque année, on va générer 40 000 crédits et donc il faut les vendre pour pouvoir financer les agris, quoi. Le risque à aujourd'hui, c'est d'avoir engagé cette transition et que les agris aient généré les crédits, mais pas forcément le financement au bout. Dans le tour de table tout à l'heure, quelqu'un a cité Sol Capital. C'est vrai que on aurait pu aussi travailler avec eux, hein. C'est une entreprise qu'on a rencontrée qui est pas sur le standard du label bas carbone France, mais sur un standard international. Donc c'est une entreprise belge qui a fait ça. Et eux, en fait, ils ont fait un peu une démarche inverse. Ils avaient déjà des financeurs parce que c'est des gens qui viennent du monde de la finance, etc. Et ils ont construit une méthodologie pour répondre voilà, aux besoins qu'avaient leurs financeurs de compenser carbone. Nous, c'est vrai qu'on estimait que la méthodologie, au point de vue purement technique et fiabilité, elle n'était pas au niveau, donc on a préféré aller côté du label bas carbone France. Mais clairement, le label bas carbone France a aujourd'hui n'a pas encore, enfin, il n'y a pas encore assez de transactions qui se font. C'est un marché qui est très récent. Donc aujourd'hui, le volume des transactions, il est clairement inférieur à ce qui est offert. Donc, en local, là, pour les participants à l'atelier, si vous avez connaissance d'entreprises, de connaissances au sens large qui seraient intéressées pour, euh, pour acheter à terme des crédits carbone gascons, on va dire, ben, allez-y, n'hésitez pas à en parler, hein, c'est aussi le but de ça, c'est le réseau, donc faites-le. Sachant qu'on n'a pas cité, mais on se tient à disposition. Souvent, les financeurs locaux sont attachés aussi à aller découvrir un agriculteur, organiser pourquoi pas une journée de démo, faire de la communication dans la presse locale. Et ben voilà, on l'a déjà mis en place, on communique. Mais c'est sûr que ça permet d'avoir du sens. Et quand on voit un couvert végétal au printemps avec des pollinisateurs dedans, etc., que ce couvert est restitué au sol, ça parle. Et c'est clairement ça plutôt qu'un crédit carbone mondial à 3 euros qu'on cherche à faire valoriser. J'enchaîne juste parce qu'on est sur le thème un peu de la commercialisation de ces crédits. J'ai une question par rapport, parce que, allez, si on dit que vous vendez 55 euros tonnes, moi, Benjamin, j'ai mis 9 tonnes, donc l'équivalent, si je veux compenser, c'est 500 tonnes, 500 euros par an, on va dire. Euh, Est-ce que c'est défiscalisé, ce type d'achat? Non, non, c'est vrai que c'est pas défiscalisé. Et de la même manière, côté agriculteur, quand ils vont le produire, le générer, ça sera fiscalisé et socialisé. Donc, Ouais, ouais, c'est ouais, c'est- c'est pas comme un don à une association. On a eu ok. quelques particuliers qui l'ont fait, d'acheter des crédits carbone, mais non, c'est pas défiscalisé. Alors, on l'a pas dit tout à l'heure, mais on met en place, on a un partenariat avec une coopérative carbone qui travaille sur toute la Nouvelle-Aquitaine et qui pourra justement assurer ce genre de transactions. C'est vrai qu'on l'a pas encore fait, mais sur notre site, il faut qu'on mette en lien finalement, enfin, il y a un lien où un contributeur privé peut dire, tiens, j'ai 9 tonnes, 9 fois 55, et tu mets ta carte bleue, et voilà. Ouais, ça peut être un levier, mais déjà, Ouais. faut comprendre ce que c'est. C'est ça, en fait, le problème. Ouais. Alors voilà, après, c'est pas nous qui faisons le calculateur, mais c'est vrai que de la même manière qu'une entreprise ou un agriculteur calcule son empreinte carbone, bon, aujourd'hui, quand un particulier sait qu'il est à 9 tonnes, 10, 11, ou seulement 4, ou certains à 20 peut-être, c'est un premier pas, bien sûr. Mm. Et après, il n'y a pas d'autres incitations. On avait fait la recherche il n'y a pas très longtemps, mais au niveau fiscal ou même de subvention, Ouais. l'entreprise, l'acheteur qui, dans le cadre de sa RSE, alors, on n'est pas les mieux calés sur la RSE pour l'instant, peut-être que certains répondront mieux que nous, mais il n'y a pas d'incitation fiscale en tout cas ou d'aide publique pour dire, ben, OK, tu veux faire un effort, tu décarboner. Ouais, je réfléchis, il y a Incitation un réglementaire, aspect, oui, par contre. il y a un aspect, il y a certaines entreprises qui répondent à des appels d'offres publics Oui. doivent montrer qu'elles font des efforts alors sur différents points de la RSE et notamment la partie carbone. Et je sais qu'il y a un de nos financeurs qui, justement, pour répondre à des appels d'offres publics, devait avoir une empreinte carbone réduite. Et donc, c'était un des arguments qui l'a amené à, en plus de lui mesurer, réduire, de contribuer un peu à baisser son empreinte. Accès à des marchés et à la fois accès dans des chaînes de valeur, dans des filières
on peut avoir une traçabilité carbone qui se met en place, comme tu avais un peu suggéré tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, il y a des questions qui se décantent, n'hésitez pas à contacter donc Sylvain et Léo. Euh, et puis de toute façon, bah, c'était hyper complet. Moi, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Euh, N'hésitez pas du coup à les contacter. Et peut-être Gwenaël, tu peux parler rapidement des prochains ateliers. Je sais plus lequel c'est. Oui, bonjour à tous. Du coup, le prochain atelier aura lieu en janvier, le 23 janvier. Donc, ça sera en présentiel. Là, on n'a pas trop le choix cette fois-ci. Et ça sera au Petit Cru à Toulouse. Ça sera un atelier qui sera orienté sur l'art oratoire et la prise de parole avec un invité Damien Lafont qui est le créateur du club Éloquence pour vous permettre d'avoir plus de facilité dans la présentation de vos projets. Voilà, j'en profite vraiment pour remercier Léo et Sylvain d'avoir participé à ces ateliers qui sont toujours enrichissants. Donc, merci beaucoup de votre implication aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé.